Bonjour, ici Jannick Perrault, je suis avocate et je travaille en collaboration depuis plusieurs années avec Mémo Québec. Dans le cadre de cette collaboration, j'ai donné à quelques reprises des formations pour les membres de Mémo Québec. Alors aujourd'hui, je vous donne une formation par la magie de la webconférence et donc vous pourrez m'écouter au moment où il vous plaira. Alors, le but de cette webconférence, c'est de parler du régime d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile et également de l'application des directives de la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, le but, c'est de mieux comprendre le régime d'indemnisation, de connaître les principales indemnités qui sont versées aux victimes, de comprendre le processus de réadaptation et, en fait, dans un but ultime, de mieux connaître ses droits et recours. Alors, les grands principes du régime d'indemnisation, c'est qu'on indemnise tous les Québécois qui sont victimes d'un accident d'automobile, que l'accident survienne au Québec ou ailleurs à l'étranger. On indemnise également toute victime d'un accident qui survient au Québec, alors même si la personne n'est pas un résident du Québec. On indemnise tout le monde sans égard à leur responsabilité, en fait, à l'exception des personnes qui sont non résidentes du Québec, où dans ces cas-là, les personnes vont être indemnisées en proportion de leur responsabilité dans l'accident. On indemnise les victimes selon la loi sur l'assurance automobile et ses règlements. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir droit que ce qui est prévu dans la loi et ce qui est prévu dans les règlements. Et également, autre grand principe de notre régime d'indemnisation assez particulier au Québec, il y a une indemnisation par la Société de l'assurance automobile et c'est accompagné ça d'une immunité civile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre le responsable de l'accident, on ne peut pas poursuivre le responsable de quelqu'un qui va aggraver même le préjudice qui va découler de l'accident d'automobile. Donc, on appelle ça une immunité civile. Alors, le seul recours que la victime a, c'est de s'adresser à la Société de l'assurance automobile du Québec. La couverture du régime d'indemnisation, alors ça couvre les accidents d'automobile, évidemment. Alors la notion d'accident au sens de la loi, c'est que c'est tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile. L'automobile est définie dans la loi. Alors c'est un véhicule qui est mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, mais non sur les rails. Ce qui signifie par exemple que pour un vélo, alors c'est mû par une force musculaire. Donc un vélo n'est pas couvert, à moins qu'il y ait une voiture qui soit également impliquée. Le régime ne s'applique pas dans le cadre d'un véhicule qui n'est pas adapté pour les transports de chemin public. Alors on peut penser aux motoneiges, aux VTT. Et pour ce qui est des transports sur les rails, eh bien on pense au métro. Alors un accident de métro n'est pas un accident au sens de la loi, on ne peut pas s'adresser à la SAQ. La notion de préjudice causé par une automobile, en fait, c'est tout préjudice qui est posé par une automobile ou par son usage ou par son chargement. Et ça comprend aussi le préjudice qui est causé par une remorque qui est utilisée avec une automobile. Alors, la notion de chargement, en fait, c'est tout bien qui se trouve dans une automobile ou qui est transporté par l'automobile. Le régime prévoit quelques exclusions dans le cadre des véhicules qui ne sont pas des véhicules au sens de la loi, comme on vient de voir, les vélos, les VTT, les motoneiges. Mais également, il y a d'autres exceptions qui sont prévues, comme par exemple le préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement. Donc, un chien s'emballe dans la voiture alors que vous êtes en train de conduire la voiture et il vous blesse, ça ne sera pas vu comme étant un accident d'automobile. Le préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne qui est reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile. Donc, par exemple, vous faites votre changement d'huile ou en fait, le garagiste est en train de faire des réparations et se blesse. Ce ne sera pas vu comme étant un accident d'automobile au sens de la loi. C'est une exclusion. Également, autre exclusion, c'est lorsque le préjudice est causé par un appareil qui est susceptible de fonctionnement indépendant, qui est incorporé à l'automobile, ou ça peut être aussi le dommage causé par l'usage de cet appareil. Alors, on peut penser, par exemple, à une chaufferette, dans le langage populaire, dans une remorque. Alors, ça pourrait, genre une remorque pour aller faire du camping. Alors, s'il y a un préjudice qui est causé par la chaufferette, c'est un appareil qui est susceptible de fonctionnement indépendant de la remorque. Donc, ça fait partie des exclusions. Ceci dit, il y a parfois des particularités dans certains cas, là, mais ce sont les grands principes généraux.
Également, comme autre exclusion, il y a les préjudices qui sont causés par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque d'équipement lorsque l'accident survient en dehors d'un chemin public. Alors, pour ces véhicules-là, si l'accident survient sur un chemin public, c'est couvert par le régime d'indemnisation. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, les exclusions visent les véhicules qui sont exclus, qui ne sont pas adaptés pour les chemins publics. Et également, la dernière exclusion, c'est lorsqu'il y a un préjudice qui est causé lors d'un accident qui survient à raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une course automobile. Alors, sur le parcours qui est fermé à la circulation automobile, s'il y a un accident qui survient, ça fait partie des exclusions. La loi prévoit l'indemnisation pour le préjudice qui survient à la suite d'un accident d'automobile. La loi prévoit aussi une indemnisation en cas de rechute ou récidive ou aggravation dans le futur. Donc, ce n'est pas que les blessures qui sont survenues lors de l'accident, mais également les aggravations futures de ces blessures-là. Alors, dans le cas de tout changement de situation d'une victime, il y a toujours possibilité de réclamer de nouveau à la Société de l'assurance automobile pour avoir droit à de nouvelles indemnités ou à une reprise d'indemnités qui auraient pu être cessées dans le passé. Dans certains cas, on va même traiter les rechutes comme si c'était un nouvel accident. Par exemple, quelqu'un qui est redevenu capable de travailler et qui a une rechute plus de 2 ans après cette période où la personne est redevenue capable de travailler, à ce moment-là, lors de la rechute, on va considérer cette rechute-là comme un nouvel accident, ce qui peut modifier donc le montant des indemnités de remplacement de revenus ou encore le montant pour les séquelles. Des points un peu techniques et du cas par cas, mais ce sont pour vous dire les grandes lignes. Alors, les indemnités qui sont prévues par la loi, il y a la plus importante, l'indemnité de remplacement de revenus, donc c'est remplacer le salaire perdu par une victime. L'indemnité pour frais de garde et remboursement de frais de garde. Il y a aussi l'indemnité forfaitaire pour le préjudice non pécuniaire, donc c'est-à-dire le dédommagement pour les séquelles qu'une victime conserve d'un accident. Il y a le remboursement de certains frais, ça peut être le traitement, déplacement, fourniture, équipement, de l'aide personnelle. Il y a des indemnités de décès et il y a aussi des mesures de réadaptation. Donc, on va voir une après l'autre de ces indemnités là, pour mieux les comprendre. Alors, le droit à l'indemnité de remplacement de revenus, en fait, il est prévu dans la loi, évidemment qu'il vise une victime qui n'est pas capable de travailler. Et le montant et la façon dont on va calculer les indemnités va dépendre de la situation de la victime au moment de l'accident. Alors, il y a différentes grandes catégories qui sont prévues dans la loi. Et pour chaque catégorie, il y a une façon différente là, d'appliquer le régime d'indemnisation. Alors, on parle des gens qui travaillent à temps plein, on parle des gens qui travaillent à temps partiel ou à temps plein, mais de façon temporaire. On parle des étudiants, et quand on parle des étudiants, on parle des étudiants de plus ou moins de 16 ans. On parle des gens de 64 ans et plus, et il y a aussi les victimes qui sont régulièrement incapables de travailler. Alors, le remplacement de revenus, il est fait jusqu'à concurrence d'un montant maximum. Donc, c'est remplacer le salaire de la victime, mais il y a un montant maximal qui est prévu dans la loi qui est de 72 500 en 2017. Donc, si quelqu'un gagne plus que ça, cette personne-là ne sera indemnisée que sur la base du montant maximum qui est prévu. Cependant, la loi ne prive pas une victime de réclamer en vertu d'un régime privé d'assurance. Donc, une victime qui a une assurance salaire peut avoir droit à ses indemnités auprès de la SAQ et également réclamer de son assureur privé. Le montant des indemnités de remplacement du revenu sont calculés en fonction du salaire, mais 90% du revenu net de la victime. Pour calculer le salaire, on va tenir compte du salaire de base, mais auquel on va aussi ajouter les commissions, les bonus, les heures supplémentaires et les différents bénéfices et avantages que la victime peut avoir, comme par exemple quelqu'un qui a une voiture fournie dans le cadre de son travail. On va calculer la valeur de cette voiture et on va l'ajouter à son revenu, donc qui va influencer sur le montant des indemnités de remplacement de revenus. Le calcul des revenus de travailleur autonome, alors on ne peut pas prendre son salaire, donc ce que la loi prévoit, c'est 2 méthodes. Soit qu'on prend un revenu qui est associé à un emploi qui est similaire au sien, donc qui est prévu dans un règlement, ou encore on prend son revenu vrai tiré de son emploi et là on calcule ce revenu-là de 3 façons et on prend la plus avantageuse de ces 3 façons. Alors vous pouvez les voir à la diapositive, soit qu'on prend les revenus d'entreprise au cours des 12 mois qui précèdent la date de l'accident, soit qu'on prend les revenus d'entreprise au cours de la dernière année financière complète, dépendamment de l'année financière que la victime a choisie,
Ou encore, on peut prendre la moyenne des revenus d'entreprise des 3 dernières années. Alors, selon ces 3 méthodes de calcul, celle qui est la plus avantageuse, c'est celle-là qu'on va retenir pour calculer le montant des indemnités de remplacement de revenus. La victime qui exerce un emploi à temps plein va avoir ses indemnités selon la perte réelle. Pour une victime qui exerce un emploi à temps plein, mais qui est un emploi temporaire, ou encore pour une victime qui exerce un emploi à temps partiel, la façon dont on va calculer ses indemnités de remplacement de revenus va être fait selon un premier 180 jours et ensuite, à partir de la 180e journée, le calcul va être différent. Donc, pour les 180 premiers jours, on va indemniser la victime selon sa perte réelle. Alors, quel était son revenu au moment de l'accident et elle va être indemnisée sur cette base-là. À partir de la 180e journée, on va lui présumer un emploi. Donc, il est possible que cette personne-là qui avait un emploi temporaire ou à temps partiel, c'était peut-être une situation temporaire, justement, et que, donc, de façon générale, ça aurait été autre chose qu'elle aurait fait dans sa vie. Alors, à partir de la 180e journée, on va justement déterminer un emploi. Et on va le faire en tenant compte de sa formation, de ses capacités physiques et intellectuelles qu'elle avait avant l'accident et de ses expériences de travail. Donc, parfois, la victime peut donc se retrouver avec une indemnité plus élevée à partir de la 180e journée. Pour une victime qui est étudiant au moment de l'accident, qui étudie à temps plein, la victime va avoir le droit à une indemnité forfaitaire s'il y a un retard dans les études. Les sommes vont varier selon que la personne est au primaire, au secondaire ou des études de post-secondaire. À la fin de la date qui était prévue pour la fin de ses études, si la victime demeure incapable de travailler, on va l'indemniser selon la rémunération moyenne de l'ensemble des travailleurs du Québec, lequel varie à chaque année. Les indemnités de remplacement de revenus peuvent également être prolongées en cas de perte d'emploi. Alors, une victime peut redevenir capable de reprendre son travail à un certain moment après l'accident, mais peut avoir perdu son emploi à cause de l'accident. À ce moment-là, ce que la loi prévoit, c'est qu'on va prolonger les indemnités de remplacement de revenus, même si la victime est capable. La durée de cette prolongation est en fonction de la durée de l'incapacité que la victime a présentée. Et vous avez sur la fiche PowerPoint la durée justement de cette prolongation en fonction de la durée de l'incapacité. Au niveau de la perte d'emploi, petite mention, tout à l'heure on parlait des travailleurs salariés versus les travailleurs autonomes. Un travailleur autonome peut aussi finalement avoir perdu son emploi, c'est-à-dire avoir perdu son travail, avoir dû fermer son entreprise. Et bref, dans certains cas, cette perte d'entreprise peut être assimilée à une perte d'emploi et donc donner le droit à la prolongation des indemnités de remplacement de revenus dans le cas d'un travailleur autonome. L'impact des limitations fonctionnelles, ça a des impacts à différents égards. Celle-là sur le droit aux indemnités de remplacement du revenu, également sur le montant forfaitaire pour les séquelles, sur le remboursement de certains frais et également sur l'aide personnelle. Si les limitations fonctionnelles n'empêchent pas le retour au travail éventuellement, peut-être juste mentionner, et c'est pas le régime d'indemnisation qui le prévoit, mais mentionner l'obligation d'accommodement d'un employeur. Alors, tout employeur a l'obligation d'accommoder son employé. Évidemment que l'accommodement ne doit pas être excessif et ça doit être possible pour l'employeur, mais quand même, donc, un employeur ne peut pas simplement dire non, je ne te reprends pas parce que c'est plus compliqué qu'avant. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un exercice pour vérifier s'il y a possibilité d'accommoder le travail, les tâches, l'endroit où la victime travaille. Alors, il est possible que malgré donc des séquelles, des limitations fonctionnelles, des handicaps qui découlent de l'accident, que la victime puisse tout de même reprendre son travail. Si les limitations fonctionnelles rendent incapable la victime d'exercer l'emploi exercé lors de l'accident, eh bien, il y a un processus de détermination d'emploi que nous parlerons tout à l'heure pour évaluer le droit à une rente résiduelle et je vais y revenir. Il y a aussi des mesures de réadaptation dans certains cas qui sont prises par la Société d'assurance automobile pour faciliter la réinsertion professionnelle. Alors, le droit à une rente résiduelle, donc ce qu'il faut savoir, c'est à compter, lorsque ça fait 2 ans que l'accident est survenu, si la victime demeure incapable de refaire son emploi et que manifestement elle demeurera toujours incapable de refaire l'emploi exercé lors de l'accident, ou celui qu'on lui avait présumé à la 180e journée, si vous vous souvenez pour les victimes qui travaillaient dans un emploi à temps partiel ou dans un emploi temporaire,
Alors, pour ces personnes-là, on va leur déterminer un emploi pour voir si maintenant, l'emploi qu'elles seraient capables de faire, si le revenu associé à cet emploi est moins élevé que celui qu'elles avaient au moment de l'accident. Et s'il est moins élevé, la victime a le droit à une rente résiduelle, qui est la différence entre l'indemnité de remplacement de revenu qu'elle recevait jusqu'au moment où on lui détermine l'emploi et le revenu associé à l'emploi déterminé. Lorsque l'emploi est déterminé, la victime a encore pendant 1 an droit à ses pleines indemnités et à compter à l'expiration de l'année, c'est le droit à une rente résiduelle s'il y a une différence de revenus. La rente résiduelle va apparaître au bout d'1 an que la victime occupe un emploi ou pas. Alors, dans la mesure où il y a une détermination d'emploi et que la victime est capable de le faire, que ça n'a pas été contesté, au bout d'1 an, même si elle est encore à la recherche d'emploi, elle va passer à une rente résiduelle. Depuis mars 2012, ce qui est intéressant, c'est que la SAQ a adopté une nouvelle directive administrative grâce à beaucoup de démarches de Mémo Québec. Les victimes peuvent remercier Mémo Québec beaucoup. Ce qui est prévu maintenant, c'est que la victime va continuer à avoir droit à sa rente résiduelle malgré qu'elle retourne travailler. Donc avant, on réduisait la rente résiduelle, alors que maintenant, on ne va pas la réduire tant aussi longtemps que la victime n'aura pas un revenu équivalent à celui qu'elle avait au moment de l'accident. Alors, pour plus de précision, vous pourrez contacter Mémo Québec, mais on peut être fier de leur démarche sur cet aspect. Vous avez d'ailleurs une diapositive ici qui donne un peu des exemples, en fait, pour voir que dans certains cas, donc une victime peut se retrouver avec un revenu total plus élevé que celui avant l'accident. Alors, j'ai parlé de la détermination d'un emploi. Donc, les critères de la détermination d'un emploi à une victime qui ne peut pas refaire l'emploi qui était exercé au moment de l'accident, ils sont prévus dans la loi. Il s'agit de la formation de la victime, tant la formation acquise avant l'accident que celle acquise après l'accident. Les expériences de travail de la victime, les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où on lui détermine l'emploi. Alors, donc, ça tient compte des incapacités physiques et intellectuelles qui découlent de l'accident. Ça tient compte des connaissances et habiletés qui ont été acquises dans le cadre d'un programme de réadaptation, s'il y en a eu un. Et il doit aussi s'agir d'un emploi qui est normalement disponible dans la région où réside la victime. Donc, dans certains cas, la victime a intérêt à faire l'exercice, voir si l'emploi qu'on lui a déterminé existe bel et bien dans sa région. La notion d'existence, c'est pas une notion de est-ce qu'il y a un emploi qui est vacant dans la région, mais c'est bel et bien s'il existe ou non. Lors de la détermination des emplois, la loi prévoit qu'on doit utiliser le fichier repère. Alors, c'est un fichier qui est fait par la société, élaboré par la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires. Et dans ce fichier, il y a des milliers de professions qui sont énumérées avec un revenu qui est associé et avec un descriptif de ce que c'est que l'emploi et le revenu qui est associé. Et d'ailleurs, c'est ce revenu-là qu'on va retenir pour calculer le calcul de la rente résiduelle et non pas nécessairement le revenu selon les statistiques là, dans la société. Souvent, les victimes vont regarder, notamment avec Internet, voir ce que c'est que les salaires moyens de certaines professions. Ce ne sont pas ces revenus-là qu'on doit prendre. On doit vraiment prendre le salaire qui est prévu dans Repère. Malheureusement, le fichier Repère n'est pas gratuit. Il faut s'y abonner pour y avoir accès ou sinon aller dans des bibliothèques pour y avoir accès et de faire des recherches, voir si, comparativement à l'emploi que la société a déterminé, s'il n'y a pas un autre emploi qui serait plus approprié en fonction de la formation, les capacités, les expériences de travail, etc. Alors, voici un exemple d'une consultation d'une fiche repère pour voir un peu de quoi ça a l'air. Alors, on fait une recherche sur le site où il y a la fiche repère. On peut faire une recherche par mots-clés ou par le nom de la profession. Et lorsque on clique sur une profession en particulier, on a les tâches qui sont faites, on a les exigences physiques de l'emploi, les exigences intellectuelles, on a la formation qui est requise, on a les régions où c'est disponible, on a le revenu. Alors, bref, il y a une foule d'informations. D'ailleurs, parlant de fiches qui donnent une foule d'informations, dans le cadre aussi de la présentation que je fais aujourd'hui, pour plus d'informations, vous pourrez aller reconsulter le fichier PowerPoint auquel je fais référence aujourd'hui et vous pourrez le défiler peut-être un peu moins rapidement que ce que je fais aujourd'hui avec vous via la magie de la webconférence.
Obligation d'exercer l'emploi déterminé? Eh bien non. La victime n'a pas l'obligation d'exercer l'emploi déterminé. On peut contester l'emploi qui est déterminé et dans les cas où on ne le conteste pas parce qu'il est approprié, ça ne veut pas dire que la victime doit obligatoirement exercer cet emploi. Alors souvent les victimes se posent cette question, alors non, c'est au choix de la victime. En fait, la victime n'est pas obligée d'occuper aucun emploi. Alors elle peut, si elle le désire, ne pas travailler, c'est son choix personnel. La détermination d'un emploi, c'est un exercice qui est réalisé à des fins d'indemnisation et non pas pour réadapter la victime. Alors, ça n'a pas pour but de forcer la victime à retourner travailler. Et la détermination, en fait, ça sert à donner une image de ce que la victime pourrait faire maintenant et surtout à évaluer les revenus auxquels elle peut avoir droit et donc à calculer son droit ou non à une rente résiduelle et le montant de la rente résiduelle. La fin du droit à une indemnité de remplacement de revenus, bien alors évidemment c'est lorsque la victime redevient capable d'exercer son emploi ou encore un autre emploi, mais un autre emploi qui lui donne un revenu supérieur à celui qu'elle gagnait au moment de l'accident. À ce moment-là, il n'y a plus d'indemnité de remplacement de revenus. Ensuite, à partir du moment où la victime atteint l'âge de 65 ans, l'indemnité de remplacement de revenus qui est versée aux 14 jours va être réduite à chaque année de 25 % et donc au 61e anniversaire de naissance, il n'y a plus d'indemnité de remplacement de revenus qui sont versées. Et à ce moment-là, à partir de cette date-là, en fait, la victime continue à avoir droit aux prestations de la Régie de retraite Québec, maintenant qu'on doit dire, et à la pension de vieillesse versée par le gouvernement fédéral. Indemnité pour frais de garde, maintenant, en fait, ça c'est prévu pour les victimes qui, au moment de l'accident, n'exercent pas un emploi, mais ont plutôt comme occupation principale de prendre soin sans rémunération, soit d'enfants ou de personnes incapables. Alors, à ce moment-là, la victime va avoir le droit à une indemnité pour frais de garde, dont le montant varie du nombre de personnes dont la victime prenait soin. Alors, vous avez les montants indiqués dans le PowerPoint. Et à compter de la 180e journée, donc 6 mois après l'accident, la victime peut choisir entre soit maintenir l'indemnité pour frais de garde ou choisir pour une indemnité de remplacement de revenus selon un emploi qu'on lui présumerait, c'est-à-dire un emploi qu'elle aurait pu faire n'eût été de l'accident. Lequel des deux choisir? En fait, c'est du cas par cas. Il y a des situations où ce sera l'indemnité de remplacement de revenus qui sera plus élevée, qui sera plus avantageuse. Dans d'autres cas, ce sera l'indemnité pour frais de garde. Alors, il y a un calcul, il y a une réflexion à faire lorsque c'est le temps de choisir entre les deux. Autre grande indemnité, ou enfin indemnité importante qui est prévue dans le régime, c'est l'indemnité forfaitaire pour le préjudice non pécuniaire. Ça, c'est-à-dire que c'est le montant qu'on va verser à une victime pour la dédommager, la compenser pour les séquelles qu'elle conserve de l'accident. Donc, pour pas atténuer, mais dédommager, en fait, pour la perte de jouissance de la vie en raison des séquelles qui demeurent après l'accident. Alors, ça vise les séquelles qui sont permanentes. Et le montant est évalué en fonction d'un règlement. Il y a 3 règlements qui existent selon la date de l'accident. Le dernier date déjà depuis le 1er janvier 2000. Donc, la grande majorité des victimes actuellement sont indemnisées en fonction de ce barème. Sauf que pour des victimes qui ont eu un accident antérieurement et qui ont de nouvelles séquelles maintenant suite à une nouvelle intervention chirurgicale ou à une rechute, eh bien, on va continuer encore, dans certains cas, à utiliser les anciens barèmes. Alors, le montant maximal qui est prévu, alors pour l'ensemble de toutes les séquelles qui découlent de l'accident, il y a un montant maximum qui est prévu dans la loi. Si on se remémore le début du régime, le régime existe au Québec depuis le 1er mars 1978, bien, au départ, le montant maximal était de 20 000 $. C'était très peu. En 90, on a modifié la loi et la somme a été haussée à 75 000 $. Et après, pendant 3 ans, elle a été haussée, comme vous pouvez voir sur la fiche. Puis, à partir de 93, ce montant-là est revalorisé à chaque année. Alors, en 2017, pour les victimes d'un accident d'automobile qui est survenu avant 2000, eh bien, le montant maximum est de 194 074 $. Donc, quelqu'un qui doit être indemnisé aujourd'hui, qui a eu un accident en 2000, ce sera sur la base de ce montant-là. Alors que depuis janvier 2000, en fait, à compter du 1er janvier 2000, le montant a été haussé à 175 000 $.
qui est revalorisé à chaque année. Et en 2017, actuellement, il est à 242 311 $. Donc ça, c'est le montant maximal qu'on peut avoir pour l'ensemble des séquelles. Donc même quelqu'un qui a de multiples séquelles, puis que si on fait le calcul de toutes les séquelles selon les différents barèmes, on arrive à du 130%, la personne n'aura que 100%, c'est-à-dire le 242 311 $. Et ce, peu importe l'âge de la victime. Alors, quelqu'un qui a 20 ans, qui a de nombreuses séquelles, versus quelqu'un qui a 90 ans, qui a les mêmes séquelles, qui va néanmoins vivre moins longtemps avec les mêmes séquelles, en tout cas, vraisemblablement, bien, c'est le même montant, peu importe l'âge de la victime. On peut contester les décisions qui sont rendues sur les montants forfaitaires et, comme j'ai écrit, la contestation n'enlève pas le droit d'encaisser l'argent. Alors, il y a des fois, il y a des victimes qui doutent, ils se disent « Ah oui, je voudrais contester, mais en même temps, j'ai besoin de l'argent. Alors, qu'est-ce que je fais? » Mais on peut prendre l'argent, on peut même la dépenser si on veut et on conserve le droit de contester tout de même. Alors, voici quelques petits exemples que vous pourrez voir plus amplement dans le fichier PowerPoint. Des montants donc forfaitaires pour un préjudice là, suite à des cas de paraplégie et tétraplégie. Alors, comme je disais, il y a un barème. Alors, je vous ai mis des exemples selon le barème, les classes de gravité qui sont prévues. Je vous ai donné la définition de chacune de ces classes de gravité et j'ai mis le montant à côté de ce que ça représente comme indemnité forfaitaire. Autre indemnité, malheureusement, les accidents d'automobile causent des décès. Alors, pour les gens qui décèdent en raison d'un accident d'automobile, eh bien, le régime prévoit des indemnités de décès. Ces indemnités de décès sont versées aux personnes qui sont à charge de la victime, aux conjoints de la victime et, dans le cas d'un enfant mineur, à ses parents, donc son père et sa mère. Et dans le cas d'une personne majeure qui n'a pas de personne à charge, et c'est versé à la succession. Alors, je vous ai mis les montants. Pour un exemple, un conjoint qui va perdre, une personne en fait qui perd son conjoint en raison d'un accident, va avoir le droit à une indemnité de décès qui va varier entre 69 000 et 362 000. Le montant est en fonction du revenu que la victime avait au moment de son décès. Pour les personnes à charge, donc on parle des gens de 16 ans et moins, alors on parle de sommes entre 32 000 et 60 000, donc un enfant de moins d'un an aura 60 000, alors qu'un enfant de 16 ans aura le 32 000. Pour mère et père, c'est une somme de 53 000 qui se partage en parts égales. Dans certains cas, ce montant-là va même être partagé en plus que deux personnes parce qu'on va aussi le partager avec des personnes qui vont tenir lieu de père et mère. Alors, de nos jours, avec les familles recomposées, bien, il arrive que finalement, l'indemnité de décès versée aux parents est divisée en 4 personnes parce que le conjoint de la mère, la conjointe du père tiennent lieu aussi de rôle de père et mère et donc on le partage en 4. Montant pour la succession, comme je disais, pour une personne majeure qui n'a pas de personne à charge, on parle d'une somme de 53 000. Et il y a aussi un remboursement des frais funéraires qui est versé à la succession, qui en 2017 est de 5 178. Autres indemnités qui sont prévues dans la loi, c'est le remboursement de certains frais. Alors, on parle du remboursement des frais de traitement, de déplacement, de médicaments, d'équipements, de fournitures, d'orthèses, de prothèses, soins dentaires, d'aide personnelle, etc. Donc, une panoplie de dépenses qui peuvent être remboursées avec des montants maximum, c'est-à-dire, alors, comme par exemple, pour ce qui est des traitements, donc, ce n'est pas la totalité des frais de traitement qui sont remboursés, mais c'est le montant qui est prévu dans la loi. Alors, pour ce qui est de la physiothérapie, donc quelques exemples, c'est 55 $ par traitement. Alors, même si la victime paie 90 $ pour un traitement, va avoir le droit seulement à un remboursement de 55 $. Traitement de chiropratie, 31 $. Traitement de psychologie, c'est 86,60 $ par heure de traitement. L'aide personnelle, c'est une indemnité qui est fort importante pour plusieurs victimes. Elle vise à permettre à une victime de rembourser les frais qu'elle engage pour que quelqu'un lui vienne en aide dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. Alors, ça peut être à cause d'une condition physique ou psychique. Ça peut nécessiter la présence continuelle d'une personne auprès d'elle ou ça peut être en raison de limitations qui va rendre la personne incapable de prendre soin d'elle-même ou
d'effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne, comme par exemple faire les repas, faire le ménage. La présence continuelle, et lorsqu'on parle de présence continuelle, c'est que ça va donner droit au montant maximal pour l'aide personnelle, et je vais y revenir. Mais la présence continuelle ne veut pas dire nécessairement 24 heures sur 24, mais ça veut plutôt dire qu'on doit assurer une intervention à tout moment. Donc, ça peut être quelqu'un qui habite pas loin, mais qui ne vit pas nécessairement 24 heures sur 24 avec nous. Mais quand la condition permet de démontrer que oui, il y a une intervention qui peut être nécessaire à tout moment, on peut donc reconnaître un droit à la présence continuelle d'une personne, et à ce moment-là, ça donne le maximum prévu à la loi pour l'aide personnelle. Ce maximum prévu à la loi, donc à chaque année, il est revalorisé. En 2017, il est de 865 $ par semaine. Évidemment que si on parle de cas de présence continuelle, ça fait très peu cher de l'heure. Ça fait même moins que le salaire minimum de l'heure, malheureusement. Mais c'est le maximum que la loi prévoit. Les conditions et les modalités de calcul sont prévues par règlement. On rembourse la victime lorsqu'elle présente des pièces justificatives. Et l'aide personnelle peut être remboursée même s'il s'agit d'un proche, même s'il s'agit du conjoint et des enfants. Donc oui, on peut payer son conjoint, oui, on peut payer ses enfants, oui, les enfants peuvent payer leurs parents pour leur venir en aide et obtenir le remboursement des frais qu'ils encourent pour les payer. Dans certains cas, quand ce sont des étrangers, l'aide personnelle est un revenu imposable pour la personne qui le reçoit, alors que quand c'est des proches, habituellement, ce n'est pas vu comme étant des revenus imposables. Comment on va déterminer le montant? Ça va être en fonction du besoin. Et on va évaluer si la personne, pour chaque activité qui sont prévues dans un règlement, puis on va y voir pour les différentes activités, mais on va évaluer si la personne n'a aucun besoin d'aide, ou un besoin d'aide partielle, ou un besoin d'aide maximale. Et la définition de ces besoins est prévue par règlement, et vous avez la définition au fichier PowerPoint. Alors, quand on parle de besoin d'aide maximale, c'est lorsque une victime ne peut pas, de façon sécuritaire et efficiente, faire la totalité de l'activité. Donc, elle peut en faire une partie, mais si elle ne peut pas faire la totalité, eh bien, à ce moment-là, il y aura un besoin d'aide maximale. L'aide peut être physique ou verbale. Alors, donc, ça peut être quelqu'un en raison de séquelles cognitives qui peut avoir besoin qu'on lui rappelle qu'il faut se laver, qu'on lui rappelle qu'il faut manger. Alors, la victime peut être capable de se laver, peut être capable de manger, mais ne va pas le faire si on n'apporte pas une aide verbale. Alors, le besoin d'aide peut être soit physique ou verbal. Alors, l'évaluation des besoins, c'est qu'il y a une série d'activités qui sont prévues dans le règlement. Pour chacune, on définit ce que c'est que l'activité, et il y a un pointage associé selon les besoins. Donc, vous avez un exemple, si pour l'hygiène personnelle, une victime a des besoins d'aide partielle, alors pour chacune des activités comme ça, il y a un pointage. On fait le total du pointage. Alors là, je vous fais grâce de passer à travers chacune des activités, et vous pourrez les voir dans le fichier PowerPoint. Et on arrive à la fin, et il y a une formule mathématique qui est applicable. Donc, on calcule le pointage total pour chacune des activités. Ce nombre de points total, on le divise par 174. On le multiplie par le montant maximal qui est prévu durant l'année pour lequel on a engagé des frais d'aide personnelle. Donc, en 2017, c'est 865. Et là, ça nous donne le montant auquel on a le droit par semaine. Alors, un exemple, en 2017, un 20 points va donner le droit à 99 $ par semaine. Alors ça, c'est la façon de calculer le montant qu'on a le droit. Il faut aussi savoir que, selon la loi, ça prend un minimum de pointage pour avoir le droit de l'aide personnelle. Et le minimum de points, c'est 11. Alors, quelqu'un qui va avoir certaines activités, qui a un besoin d'aide, mais si le pointage total est de moins de 11 points, la victime n'aura pas le droit de l'aide personnelle, malheureusement. L'allocation de disponibilité. Alors, une victime peut avoir besoin que quelqu'un l'accompagne, soit en raison de son état physique ou psychique, ou de son âge. Alors, on peut penser à un jeune enfant peut avoir besoin d'être accompagné. Alors, ça, c'est dans le cas où la victime doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux. L'allocation de disponibilité, c'est soit 35 $ pour un accompagnement de moins de 4 heures ou 70 $ pour un accompagnement de plus de 4 heures. Et l'accompagnateur a aussi le droit à ses frais de déplacement et de séjour, le cas échéant. Remboursement des frais de transport, justement parlant de frais de déplacement.
Une victime va avoir le droit, ou l'accompagnateur, à remboursement pour ses frais de kilométrage, qui est de 14 sous et demi du kilométrage. C'est très peu. C'est sûr que ça devrait être modifié, mais ça ne l'est pas encore. Alors, c'est encore à 14 sous et demi. Ça peut être aussi le transport en commun qui est remboursé à la victime, ou ça peut être un transport par taxi si l'état de la victime ne lui permet pas l'usage du transport en commun, ou encore il n'y a pas de transport en commun dans la région où la victime vit. Et aussi s'il est plus économique d'utiliser le transport par taxi là, plutôt que le transport en commun, alors, dépendamment parfois des régions. La réadaptation. Malheureusement, la loi sur l'assurance automobile ne prévoit pas un réel droit à la réadaptation, et je m'explique. C'est qu'en fait, il y a une disposition dans la loi, et vous l'avez à l'affiche dans le PowerPoint, c'est que l'article 83.7 de la loi dit que la société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d'une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d'un préjudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail. Alors, cette notion de peut fait en sorte que parfois, il y a des mesures de réadaptation qui sont réclamées et qui sont refusées. Heureusement, parfois, il y a des victimes qui se battent et qui, en bout de ligne, obtiennent le droit au remboursement de mesures de réadaptation. Et malheureusement, il y a aussi des fois qu'il y a des victimes qui se battent qui continuent à se faire dire non. Alors, le droit à la réadaptation est en fait donc soumis à une discrétion de la SAQ, puisqu'elle peut contribuer à décider là, de prendre des mesures de réadaptation. La réadaptation, elle doit être nécessaire pour atténuer ou faire disparaître une incapacité et faciliter le retour là, dans la vie normale ou la réinsertion dans la société ou sur le marché du travail. Alors, ça peut être un de ces objectifs-là et non pas tous ces objectifs. En matière de réadaptation, ce que la société fait, c'est qu'elle motive ses interventions et décisions essentiellement sur la base de directives administratives. Et une directive administrative, c'est pas comme une loi, c'est pas comme un règlement, mais ça peut avoir une certaine valeur. On peut revendiquer l'application d'une directive. Par contre, lorsqu'il y a une directive qui va à l'encontre de la loi ou des règlements, eh bien, la directive doit être mise de côté. D'ailleurs, lorsqu'on conteste des décisions de la Société de l'assurance automobile devant le tribunal administratif du Québec, eh bien, celui-ci dit à maintes reprises qu'il n'est pas lié par les directives de la Société de l'assurance automobile. Ceci dit, il les suit souvent. Les administrés doivent connaître le contenu des directives. C'est pas un droit secret, là. Alors, les victimes peuvent demander à la société une copie des directives. Et la société a aussi l'obligation de les rendre accessibles. Alors, on peut les retrouver sur le site Internet de la Société de l'assurance automobile. Et le site change parfois, alors la façon d'y accéder se modifie également au fil du temps. Alors, au niveau des droits et recours, peut-on revendiquer l'application de directive? Peut-on contester une décision basée sur une directive? Alors, comme je vous disais il y a quelques instants, oui, c'est possible. D'où l'importance d'avoir accès aux directives quand on veut revendiquer l'application d'une directive. Ou encore contester une décision basée sur une directive parce qu'on peut analyser une directive et prétendre qu'elle est trop restrictive et qu'elle est à l'encontre de la loi. Droits et recours. Donc, comme je disais, on peut revendiquer l'application de directives, on peut contester une décision qui est basée sur une directive. Enfin, on peut contester toute décision de la SAQ, peu importe sur quoi elle porte. Les seules exceptions, c'est si la décision accorde une indemnité maximale qui est prévue dans la loi. Alors, évidemment qu'à ce moment-là, on ne peut pas la contester. Ou encore, la décision rembourse la totalité des frais que la victime a encourus ou encore auxquels elle a le droit. Alors, ce sont les exceptions. Sinon, on peut contester toutes les décisions de la SAQ. Le mécanisme de contestation des décisions, en fait, il y a une décision de l'agent d'indemnisation qui est rendue. Il y a un délai de 60 jours pour la contester. C'est extrêmement important de respecter ce délai de 60 jours. La contestation doit être faite par écrit. C'est aussi extrêmement important. Il y a des gens qui vont dire « Mais j'ai téléphoné, moi, puis j'ai dit à mon agent que je n'étais pas content. » Ce n'est pas suffisant. Il faut que la contestation soit faite par écrit.
Ça s'en va au service de la révision administrative. Là, il y a un réviseur qui est assigné au dossier. Le réviseur va réanalyser le dossier et va aussi analyser tout autre document supplémentaire qui va être fourni par la victime. D'ailleurs, on a intérêt à en fournir pour peaufiner sa preuve si on veut espérer une décision différente. Si on est toujours insatisfait après la décision du service de la révision, on a encore un délai de 60 jours pour contester la décision, qui est encore un délai extrêmement important. Et là, à ce moment-là, la contestation doit se faire auprès du tribunal administratif du Québec, donc par une requête au TAC. Il y a un formulaire qui est disponible sur le site Internet du TAC. À partir du moment où il y a une requête qui est produite au TAC, on peut recourir au service de la conciliation ou aller en audition ou encore recourir au service de la conciliation puis que ça ne fonctionne pas et en bout de ligne, aller en audition. Service de la conciliation, il y a de très bons résultats qui se font au service de la conciliation. Donc, ça vaut le coup. Il y a des fois, les victimes ont peur ou hésitent et se disent « Ah, je vais peut-être me faire avoir » ou non, ça vaut le coup de participer à la conciliation. Et lors de la conciliation, il y a un juge administratif qui est là et il y a un avocat qui représente la SAQ et il y a la victime qui peut être accompagnée d'un avocat ou peut décider de se représenter elle-même. Alors, les délais, je vous l'ai indiqué, c'est 60 jours et c'est par écrit, donc c'est très important de retenir ça. Et parfois, parce que c'est court, 60 jours, donc les victimes, parfois, n'ont pas pris leur décision finale, mais que le délai d'échéance arrive, bien, mieux vaut contester, on peut se désister par la suite. Alors, mieux vaut contester pour ne pas perdre ses droits, quitte à ce que après les 60 jours, on a contesté, puis changer d'idée, puis dire non, finalement, je ne veux plus contester, il sera possible de produire un désistement. Alors, les pouvoirs de la SAQ sont larges, de sorte qu'elle peut contester les opinions du médecin traitant. Ce n'est pas comme dans le cadre du régime d'indemnisation des accidentés du travail, là, où l'opinion du médecin qui a charge a un certain poids. Et je mentionne ça parce que souvent, les victimes vont dire mais pourtant mon médecin dit que je ne suis pas capable de retourner travailler ou mon médecin dit que j'ai encore besoin de traitement alors que la SAQ rend une décision qui est contraire à ça. Mais la SAQ peut le faire. Et en revanche, ce que la victime peut faire, c'est de contester la décision. Voilà. Et c'est ça, il faut retenir donc qu'une décision peut être contestée. Également, brièvement, simplement pour vous dire, au-delà aussi des contestations, il existe deux mécanismes dans la loi, deux dispositions, et je vous les ai citées dans le fichier PowerPoint, qui permettent d'obtenir de nouvelles décisions de la SAQ, malgré qu'il y a eu des décisions antérieures qui ont été rendues. Alors, c'est dans le cas où il y a un changement de situation de la condition de la victime. Alors, à ce moment-là, la victime peut s'adresser de nouveau à la SAQ et demander qu'il y ait une nouvelle décision qui soit rendue. Et dans le cadre aussi de mécanismes de reconsidération. Alors, s'il y a eu des décisions qui ont été rendues, mais qu'elles ont été rendues avant que soit connu un fait essentiel ou qu'il y ait eu un vice de fond, c'est-à-dire qu'on a mal appliqué la disposition de la loi, certains éléments comme ça, on peut demander à la SAQ de reconsidérer sa décision, même si ça fait plus de 60 jours qu'elle a été rendue. Alors, fardeau de preuve. Quand vous contestez une décision, il faut savoir que le fardeau vous revient, c'est-à-dire c'est à vous de démontrer que la décision que vous contestez n'était pas valable et vous devez démontrer pourquoi qu'elle n'était pas valable. Alors, ça se fait par des témoignages, par des pièces justificatives, par des preuves médicales, par des preuves par expert. Il y a une foule de façons de démontrer en quoi la décision devrait être changée. Contestation relative à la réadaptation, alors je l'ai dit, en fait je me répète, mais on peut contester des décisions de la SAQ, même si ce sont des décisions qui ont été rendues en application d'une directive. Comme je vous dis, on peut revendiquer l'application de directive, mais on peut aussi contester des décisions qui sont basées là-dessus. Et comme je vous disais tout à l'heure, le tribunal n'est pas lié par les directives. Souvent, il en maintient l'application, mais pas toujours. Et là, vous avez dans le reste du diaporama une série de diapositives qui portent sur des exemples pratiques de contestation de victimes à l'égard de mesures de réadaptation. Alors, vous en avez sur des articles de sport, vous en avez sur le domicile, vous en avez sur le véhicule, vous avez plusieurs exemples et vous avez des exemples positifs, de même que des exemples négatifs pour
pour être conscient que c'est pas une garantie qui est nécessairement, que vous avez nécessairement un gain de cause si vous contestez. Alors, je vous fais grâce de toutes ces diapositives, mais je vous invite à les lire et particulièrement si vous avez des questions sur un point particulier, par exemple l'adaptation du domicile ou du véhicule ou des équipements sportifs, bien, allez lire cette section-là. Oui, pour d'autres aussi exemples, je vous invite, si vous voulez avoir encore plus d'exemples, à lire un livre dont la parution est récente, qui est novembre 2016, qui porte sur l'ensemble du régime d'indemnisation. Donc, un livre que je mets à jour aux 5 ans. Donc, il y a d'autres exemples qui se retrouvent dans ce livre. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté via la magie de la webconférence et j'espère que ça vous a plu. Au revoir.